Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce samedi 12 juillet 2025. Dans les actualités de ce jour, parlons du cas du paludisme qui sévit actuellement dans le district d'Ikung, où le paludisme à Ikung doit être éradiqué, justement, a déclaré le ministre de la Santé publique. 4 membres du gouvernement se sont rendus sur place jeudi dernier pour superviser et renforcer les directives de lutte contre le paludisme dans cette localité. Les détails avec Radraman Zatouf et Felana Kotarsoul. Suite à la réunion des entités impliquées dans la gestion de crise face au paludisme et à la malnutrition, des représentants du gouvernement se sont rendus à Ikung. Parmi eux figuraient la ministre de la Population et de la Solidarité, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé publique et le ministre du Transport et de la Météorologie. Plusieurs communes ont été visitées afin de contrôler les activités de lutte contre le paludisme et d'assurer une meilleure prise en charge des populations touchées. Un suivi renforcé au-delà de la normale est en cours, a déclaré le ministre de la Santé publique, afin de vaincre rapidement le paludisme dans le district d'Ikung. Lors de leur passage à Ikung, les membres du gouvernement ont visité les centres de santé de proximité. Des repas chauds ont été distribués aux mères et aux enfants. Des vivres de soutien ont aussi été remis aux personnes encore en traitement et en situation de vulnérabilité sanitaire. Ils ont également inspecté les sites de coordination des actions menées avec les partenaires. Une centaine de chefs de famille ont participé à ces travaux communautaires, en contrepartie desquels ils ont reçu une aide sociale. La prise en charge des sinistrés dans le district d'Ikung se poursuivra sur le long terme, selon les explications fournies. Une rencontre s'est également tenue avec les autorités traditionnelles, notamment les Anakenji et les rois locaux, au palais Vunkaz durant cette visite gouvernementale. Restant toujours à Ikung, où les patients atteints du paludisme peuvent être sauvés s'ils arrivent à temps dans les centres de santé. Suivant dans ce reportage l'histoire d'un homme affecté par le parasite du paludisme dans le district d'Ikung, qui a pu être guéri grâce à sa prise en charge dans un centre de santé alors qu'il était déjà inconscient à son arrivée. Fin d'essai de Mireille. C'est dans l'après-midi du dimanche 6 juillet que Charlot, un père de famille vivant dans une zone reculée de la commune de Marmiang, district d'Ikung, a commencé à ressentir un malaise. Le lundi 7 juillet, sa famille a organisé son transfert vers un centre de santé. Ils ont quitté leur domicile à 4 heures du matin pour n'arriver au centre de santé de Marmiang qu'à midi. L'homme a perdu connaissance une demi-heure après son arrivée. Charlot, un homme robuste, travaille dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille, selon son épouse. Grâce à la prise en charge immédiate par les agents de santé, l'homme a pu être sauvé vers 14h30. Le responsable de la santé a souligné que ce cas montre bien qu'il est tout à fait possible de soigner efficacement les patients victimes de paludisme s'ils arrivent à temps dans les centres de santé. Les médicaments sont disponibles et en quantité suffisante. 17 personnes ont été testées du paludisme dans la commune de Marmiang par une mission spéciale du gouvernement. 11 ont été testées positives, soit un taux de 65%. 51 personnes ont également été examinées pour la malnutrition. 3 d'entre elles nécessitent un suivi rapproché, soit 4%. Dans la suite de l'actualité de ce soir, l'Université d'Antananarive va mettre en place un laboratoire en collaboration avec l'Institut de recherche sur le riz hybride de Hunan en Chine. Ce laboratoire sera principalement axé sur la recherche pour la production de semences de riz hybride, permettant aux chercheurs malgaches d'identifier les variétés de riz adaptées aux conditions climatiques et pédologiques de Madagascar. Dans ce cadre, 3 enseignants-chercheurs malgaches se rendront en Chine à Hunan pour une formation de 3 mois. Reportage signé Aniena Martina et Sechangenab. 3 enseignants-chercheurs de l'Université d'Antananarive, accompagnés de 2 doctorants de la Faculté des sciences, s'envoleront demain pour Hunan en Chine. Les enseignants-chercheurs suivront une formation de 3 mois à l'Institut de recherche sur le riz hybride de Hunan, tandis que les 2 doctorants étudieront à l'Université de Hunan. Cette collaboration sino-malagasy vise à la création d'un centre de recherche sur le riz hybride au sein de l'Université d'Antananarive. L'objectif est de développer des variétés malgaches de riz hybride issues de semences locales adaptées aux conditions climatiques et environnementales spécifiques à Madagascar. Ce sera l'un des principaux axes de travail du laboratoire qui sera mis en place après la formation en Chine. Cette dernière fournira également un soutien en équipement et en assistance technique à l'Université d'Antananarive pour l'installation de ce laboratoire. Le partenariat prévoit aussi la mise à disposition de grandes surfaces agricoles pour tester les futurs produits issus du laboratoire.
Ce projet entre l'Université d'Antananarive et l'Institut de recherche sur le riz hybride de Hunan s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement malgache pour accroître la production rizicole et atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar. Toujours dans cette page sociale, parlant création d'emplois, le projet Pro-Agro-Youth vise à soutenir les jeunes en milieu rural à travers la création d'emplois. Il s'agit d'une initiative de l'Organisation internationale du travail en partenariat avec le ministère du Travail et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'objectif est de permettre aux jeunes agriculteurs d'avoir un emploi durable et décent. Ce soutien s'inscrit dans une vision humaine conforme à la politique générale de l'État. Le point avec Félanara Kotorsoul. Plus de 1700 jeunes ont déjà bénéficié du projet Pro-Agro-Youth mis en œuvre par l'OIT et exercent aujourd'hui un emploi. Parmi eux, plus de 950 ont accédé directement à un emploi et plus de 750 ont réussi à créer leur propre activité de manière autonome. Ce projet offre à la fois des emplois directs et des opportunités de création d'activités en soutenant les jeunes agriculteurs et éleveurs aussi bien en milieu rural qu'urbain, à travers des formations adaptées à l'évolution actuelle. Le projet facilite également la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi en aidant les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat, en les informant sur le marché du travail et en alignant les formations reçues avec les compétences réelles demandées pour un impact rapide et efficace. Cette année, le projet entre dans sa deuxième phase. Un atelier de concertation s'est tenu à cet effet à Antananarive depuis le 11 juillet, réunissant l'OIT, le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les acteurs concernés pour discuter de la poursuite de la collaboration en faveur de l'emploi décent des jeunes à travers toute l'île. Des ateliers ont également été organisés à Matolimp et à Antirabé du 7 au 11 juillet pour suivre et évaluer les jeunes ayant déjà bénéficié du projet. Page fait divers pour poursuivre ce journal. Environ 500 foyers répartis dans 10 Foukontans de la commune d'Ambumanamboul la dénoncent une injustice. En effet, bien qu'ayant suivi toutes les démarches pour bénéficier du projet gouvernemental Branchement Mour, certaines familles se sont vues retirer leur compteur électrique. Des individus se présentant comme des agents de la Jirama affirment que ces branchements seraient illégaux. Les habitants désespérés et dans l'attente de l'électricité depuis longtemps, lance un appel urgent au président Ange Raduelne pour qu'il intervienne rapidement dans cette affaire. Reportage de Mirvolat Sferen et Bras Denilson. Ambumanamboul est pourtant le point de départ de l'alimentation d'électricité du réseau interconnecté d'Antananarive. Une situation paradoxale car les habitants y vivent dans l'obscurité depuis des années sans jamais avoir profité des installations électriques situées dans leur propre commune. Le projet gouvernemental Branchement Mour leur avait pourtant redonné espoir. Les habitants se sont mobilisés, certains allant jusqu'à vendre leurs biens pour avoir accès à l'électricité. Toutes les démarches ont été faites, les dossiers déposés et plusieurs foyers avaient même déjà obtenu leur compteur. Ils pensaient enfin avoir la lumière chez eux. Mais cette lueur d'espoir a été de courte durée. Des personnes se présentant comme des employés de la Jirama sont intervenues, déclarant que ces branchements Mour sont non conformes et ont procédé à la coupure du courant dans certaines maisons. Les habitants ne savent plus vers qui se tourner. Ils en appellent directement au président de la République pour qu'il examine de près cette situation, car ils ont tout perdu, l'espoir, l'argent investi et leur énergie. Environ 500 foyers de 10 Foukontans sont concernés dans cette commune, pourtant proche de la capitale. En plus de cette crise de l'électricité, les habitants déplorent également une insécurité grandissante, renforçant leur appel urgent à l'endroit des autorités compétentes. Page économique. Depuis 15 ans, la filière fromagère connaît un véritable essor à Madagascar, notamment dans les régions de Vaknakach, Analamang et Itas. D'autres régions commencent également à s'y lancer selon les producteurs. Le secteur laitier n'est plus soumis à des restrictions ni à un monopole comme auparavant, ce qui permet aujourd'hui aux produits fromagers de rivaliser en qualité sur le marché. Reportage signé Jean-Claude Indjemalal. Les fromages produits actuellement par les petits entrepreneurs n'ont rien à envier à ceux de l'ancienne grande entreprise qui monopolisait jadis le secteur. La filière fromagère est aujourd'hui pleinement vivante à Madagascar et dispose d'un large espace de concurrence sur le marché local. Le monopole exercé par l'entreprise de l'ancien président de la République sur la transformation du lait est désormais relégué au rang de mauvais souvenir pour les producteurs.
Aujourd'hui, de nombreuses associations professionnelles se sont formées autour de la collecte et de la transformation du lait en divers produits accessibles aux consommateurs. La libéralisation totale du secteur laitier, notamment la production de fromage, a permis la création de nombreux emplois et a amélioré les conditions de vie des producteurs. La production de fromage issu du lait s'étend désormais à plusieurs régions. Autrefois, la transformation du lait était indirectement interdite et contrôlée exclusivement par l'entreprise du régime en place, ce qui limitait les éleveurs à fournir uniquement du lait sans possibilité de le transformer en fromage. Toute tentative d'initiative privée dans ce domaine était étoffée par une concurrence déloyale. Pourtant, le savoir-faire des Malagasy en matière de fabrication de fromage existe depuis longtemps, mais les producteurs n'osaient pas s'aventurer dans ce domaine à cause du monopole. Aujourd'hui, les petits producteurs exposent régulièrement leur fromage. Même si le marché est déjà bien fourni, ils peuvent produire sans crainte ni incertitude. L'État s'efforce par ailleurs de promouvoir les produits locaux. Lors des foires ou marchés, les petites entreprises et associations exposent fièrement leur fromage. Actuellement, elles organisent même des foires exclusivement dédiées au fromage, une occasion d'informer les consommateurs sur la qualité de ce produit alimentaire. Page sociale, la commune d'Itosi a organisé une opération de circoncision massive gratuite aujourd'hui. Une initiative à caractère social visant à alléger les difficultés des parents selon le maire. Des jouets ont également été distribués gratuitement à tous les enfants circoncis. Reportage de Radham Ananzatou et Yves Janel. De nombreux petits garçons ont été circoncis gratuitement aujourd'hui dans la commune d'Itosi. Les enfants issus de familles défavorisées ont été particulièrement sélectionnés pour soulager les charges des parents, a expliqué le maire. L'événement de ce jour est une action sociale financée par les fonds propres de la commune et du maire en personne. Tous les enfants circoncis aujourd'hui ont aussi reçu des jouets offerts par la commune d'Itosi. Par ailleurs, les priorités de la commune restent l'électricité, l'eau potable et les routes, selon le maire. Il a affirmé que les travaux dans ces domaines se poursuivent. Des cours de soutien gratuits seront également bientôt dispensés aux élèves qui vont passer l'examen du baccalauréat, a-t-il ajouté. Dans les actualités internationales de ce soir, un rapport d'enquête préliminaire publié hier vendredi indique que l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion Air India qui s'est écrasé mi-juin en Inde a été coupée peu de temps après le décollage. Le point avec France 24. C'est une coupure de l'alimentation des moteurs qui serait à l'origine de ce crash. Voici la première conclusion du rapport d'enquête préliminaire publié aujourd'hui. Les interrupteurs d'alimentation en carburant basculent en position arrêt l'un après l'autre, à une seconde d'intervalle juste après le décollage. Les boîtes noires de l'avion récupérées après l'accident le révèlent. Elles contiennent les données du vol et les enregistrements vocaux du cockpit, notamment une conversation surprenante entre les deux pilotes. Pourquoi as-tu coupé l'alimentation en carburant? Je ne l'ai pas fait. Les interrupteurs sont immédiatement remis en position marche, mais trop tard pour que l'avion reprenne de sa puissance. L'un des pilotes transmet alors un message de détresse. Mayday, Mayday, Mayday. En 30 secondes, déjà à une vitesse de 333 km/h, l'avion s'écrase sur un bâtiment universitaire en plein quartier résidentiel, sous les yeux des contrôleurs aériens. Selon le rapport du bureau indien, Air India a respecté toutes les directives. Pourtant, l'administration fédérale de l'aviation américaine avait fait état d'un désengagement potentiel de la fonction de verrouillage de l'interrupteur du contrôle de carburant. Cette vérification, non obligatoire mais recommandée, n'a pas été effectuée par la compagnie indienne. Pour l'heure, Air India assure coopérer pleinement avec les enquêteurs. Compte tenu de la nature active de l'enquête, nous ne sommes pas en mesure de commenter des détails spécifiques et nous renvoyons toutes les demandes de renseignements au bureau indien d'enquête sur les accidents aériens. Ce premier rapport devait obligatoirement être soumis dans les 30 jours suivant l'accident. L'enquête complète, qui devrait établir les responsabilités dans ce crash, pourrait prendre plusieurs mois. Et au moins 4 personnes ont été tuées dans la nuit et samedi alors que la Russie a poursuivi ses frappes intensives contre l'Ukraine, lançant des centaines de drones, de missiles et de missiles dans le cadre d'une campagne de bombardement intensifiée. Cette escalade militaire a encore réduit les espoirs d'une avancée vers la fin de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans. France 24 nous en dit plus. Longues étendues de filets pour tenter de stopper les drones kamikazes envoyés par les Russes. Les cibles, tous ceux qui se dirigent vers la ligne de front.
Nous sommes équipés d'un détecteur de drone. Le bip indique qu'un appareil vole au-dessus de nos têtes. Et c'est quoi, Oksana? Zalabeh, c'est un drone de renseignement russe. Les Russes observent la route. Pour le moment, pas de drone d'attaque signalé, même si sur les bas-côtés, on observe des voitures calcinées. Pour se protéger, les militaires ont des brouilleurs, mais aussi des blindés recouverts de grillages pour limiter l'impact d'une attaque kamikaze. Nous arrivons à Kostiantynivka, à quelques kilomètres des positions russes. Cela fait des mois qu'ils s'acharnent sur la ville. C'est une porte d'entrée pour prendre tout le Donbass. 80 000 personnes avant l'invasion, moins de 8 000 aujourd'hui qui vivent terrés. 20 heures de couvre-feu, 4 heures seulement de sortie autorisée. 2 commerçants prennent le risque d'ouvrir leur étal dans un silence pesant. J'ai peur, très peur, très très peur. Les pompiers aussi ont peur. Mais chaque jour, ils interviennent après les frappes pour sauver les civils. Quel bordel! Il pleut des missiles sur Kostiantynivka. Là, c'est la dernière école qui tenait encore debout. Lutter contre les flammes, c'est s'exposer à une nouvelle frappe russe. Nous retrouvons les pompiers à la caserne. Ils sont une vingtaine d'irréductibles soldats du feu. Maintenant, on doit porter des gilets pare-balles qui pèsent à peu près 20 kilos. C'est très dur quand on travaille et qu'on fouille les décombres pendant des heures à la recherche de survivants. Des mois qu'ils n'ont pas vu leur famille, mais les hommes sont soudés, ça aide, même quand l'épuisement se fait sentir. Les Russes tentent de prendre en tenaille cette ville. Les premières positions se trouvent à 8 km au nord et 10 km au sud. Pour l'instant, aucun ordre d'évacuation. Les pompiers continuent dans ces conditions très difficiles leur travail. Peut-être un ordre d'évacuation quand les Russes seront à 2 ou 3 km. Et en France, les députés de gauche ont saisi hier vendredi le Conseil constitutionnel contre la loi agricole dite du plan et sa mesure contestée de réintroduction sous condition d'un pesticide que les parlementaires estiment incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit à la santé. France 24. Opposée à la loi du plomb, la gauche parlementaire ne s'avoue pas vaincue après l'adoption le 8 juillet dernier de cette loi agricole. À la sortie de l'hémicycle il y a 4 jours, les députés avaient affiché leur motivation. Il est tout à fait normal, logique, que nous fassions aujourd'hui un recours au Conseil constitutionnel, la Constitution étant le dernier rempart face à cette loi trumpiste. Si ce recours ne venait pas à aboutir, nous continuerons le combat auprès de toutes les familles, de toutes les personnes qui seront victimes de cette loi poison. Un recours au Conseil constitutionnel contre la loi agricole a donc été déposé hier. Insoumis, écologistes et communistes ciblent notamment la mesure contestée de la réautorisation sous condition d'un pesticide néonicotinoïde, interdit en France mais autorisé en Europe, estimant que cette réintroduction est incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit à la santé. D'autres mesures sont également ciblées par les parlementaires comme l'agrandissement ou la création de bâtiments d'élevage intensif. Reste désormais à savoir si le Conseil constitutionnel censurera partiellement, totalement ou aucunement la loi du plomb. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.